Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, c'est l'œil du coach. C'est également le 219e épisode du podcast À côté de mes pompes. Après avoir estimé votre VMA, après avoir défini les allures d'entraînement, on va voir aujourd'hui comment améliorer cette VMA, comment la travailler. Nous allons, avec Bruno, balayer ces différentes formes de VMA, qu'il s'agisse de la VMA courte, moyenne ou longue. Alors, je vous laisse profiter des conseils d'experts de Bruno. Comment améliorer sa VMA? C'est la nouvelle capsule L'œil du coach sur le podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule L'œil du coach après avoir déjà travaillé sur l'estimation de la VMA. Nous avions fait également une capsule, donc la numéro 195 sur la définition des allures d'entraînement. On aborde aujourd'hui le troisième étage de la fusée avec cette zone située entre 90 et 105% de VMA. De la VMA courte à la VMA longue, tu vas tout nous dire sur ces différentes allures et pourquoi il est important de les travailler. Bonjour Bruno. Salut Sébastien. Alors c'est vrai que tu as utilisé le chiffre 3. Alors je suis né à 3, hein, j'aime bien le répéter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, en tout cas dans ma vie. Il n'y a pas que les trois petits cochons. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui vont par 3. Et la performance, par exemple, hein, j'aime bien répéter. Ceux qui nous écoutent le savent que performance égale puissance, plus endurance, plus efficience. Il y a donc trois choses prioritaires à travailler dans l'entraînement. Et là, on va parler de la puissance. Donc la puissance, un peu comme si on faisait une comparaison avec une voiture. La puissance, c'est ce qui permet d'avoir un gros moteur de coureur. Donc on a déjà expliqué que ce moteur, on l'a plus ou moins à la naissance, mais néanmoins on peut le travailler. C'est pour ça qu'on fait de la VMA, on fait de la vitesse maximale aérobie pour développer sa puissance aérobie, donc pour développer la puissance de notre moteur. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut faire 3 types de VMA? Pourquoi est-ce que je recommande de faire de la VMA courte, de la VMA longue et de la VMA moyenne? En fait, c'est pour que ce développement du système aérobie, pour que le développement de cette puissance soit complet et soit harmonieux. Si on ne fait pas toutes ces formes de fractionnés, toutes ces formes de VMA, on n'aura pas forcément un développement harmonieux du système. Alors, une fois de plus, je vais utiliser des images pour que nos auditeurs comprennent bien. Si je suis chef d'entreprise et que je veux améliorer la rentabilité de mon entreprise et améliorer ce que produit mon usine, je vais agrandir mon usine. Voilà. Il y a un type de VMA qui sert à ça, qui sert à agrandir l'usine. Mais si j'agrandis mon usine et que à côté de ça, j'amène pas plus de matériaux ou plus de choses à transformer dans mon usine ou à produire, mon usine, elle sera plus grande, mais elle servira à rien. Donc, il faut aussi que j'améliore cette capacité que j'ai à amener à mon usine les matières premières. Ça, c'est un autre type de VMA. Et nous, nos matières premières, c'est l'oxygène. Et puis, si j'ai beaucoup de camions en grande quantité, j'ai augmenté mon nombre de camions, j'en ai plein, des plus gros, et que mon usine, elle est plus grosse aussi, mais qu'au milieu, je continue de fonctionner sur des petites routes départementales, ça va pas fonctionner non plus parce que ça va coincer, ça va faire des bouchons. Il faut donc aussi améliorer le système de transport. VMA courte, VMA moyenne, VMA longue, c'est ça. C'est plus de camions, des routes plus grandes, on va passer sur des autoroutes, et puis une usine qui est en capacité davantage de traiter tous ces matériaux pour produire ce que nous, on veut produire les coureurs, c'est-à-dire de l'oxygène, pour que ça puisse, en tout cas pour nous qui sommes coureurs de longue distance, pour que ça puisse produire de l'énergie. Nous, on veut produire de l'énergie, on veut amener de l'énergie aux muscles. Voilà. Donc après, peut-être qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail, je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on peut détailler ces 3 types de VMA. On commence par la courte. Qu'est-ce que l'on met à l'intérieur avec un détail sur l'intensité, sur la durée, sur la périodicité également. À quelle fréquence il faut la travailler? C'est ça. Donc là, on est donc pour améliorer cette puissance aérobie, puisque c'est de ça qu'on parle, on va être dans des intensités entre 90, 95 et 105% de la VMA. Donc on peut aussi courir plus vite que sa VMA. Donc en gros, entre 90, 95 et 100, 105% de sa VMA. On va donc balayer toute cette zone et ce qui sera en haut de la zone 100, 105, c'est la VMA courte. La VMA courte, ce sont les intensités entre 100 et 105% de la VMA. Là, on va vraiment travailler sur l'usine, puisque notre usine à nous, c'est la mitochondrie, c'est la cellule. Donc, on va améliorer cette capacité de la cellule
à capter l'oxygène qu'on lui amène pour le transformer en énergie. Donc, on est sur des efforts de 30 secondes à 1 minute 15. Donc, alors évidemment, à 29, il se passe quand même quelque chose, et à 1,16, il se passe aussi quelque chose. Mais faut bien fixer des durées. Donc, la VMA courte, entre 30 secondes et 1 minute 15, des efforts entre 100 et 105% de la VMA, pour des durées de séance, et ça c'est très important. Souvent, je vois dans des plans d'entraînement des durées de séance qui ne sont pas assez longues. Il faut, pour que le système s'améliore, une certaine durée. Donc, on est sur des durées minimum de 15-16 minutes. En dessous, on ne fait pas grand-chose. Le système n'a pas le temps de s'améliorer. Donc, quand vous faites 10 fois 30-30, je suis désolé, vous ne faites pas grand-chose. Alors, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais ça n'a pas un effet aussi efficace que si on augmente la durée. Donc, entre 16, 18, on peut monter jusqu'à 20, 22 fois, 22 minutes, pardon, de 30-30. Donc, ce sont des séances qui durent, voilà, en gros, une vingtaine de minutes. Alors, ne faites pas comme Kylian Jornet qui a fait du 30-30 pendant 3 heures. Je pense qu'il était dans une autre démarche. On pourra éventuellement en reparler tout à l'heure. Mais voilà, aux alentours de 20 minutes, on est dans quelque chose qui est vraiment suffisant et nécessaire. Si on va au-delà, on n'arrivera pas à soutenir l'intensité. Kylian Jornet, il n'était pas à 100% de sa VMA pendant 3 heures. Donc, c'est aussi pour ça que la durée, elle est très importante. Il faut qu'elle soit suffisamment longue pour que ça ait un effet sur les fonctions qu'on cherche à développer, et pas trop longue non plus pour que l'intensité, reste entre 100 et 105% de la VMA. Voilà pour la VMA courte. Est-ce qu'il n'y a que du 30-30 ou est-ce qu'on peut avoir d'autres types de séances avec une fraction encore plus courte ? Alors oui, c'est vrai que j'ai tendance souvent à citer l'exemple du 30-30 parce que je sais que c'est une séance qui a été largement répandue, donc ça parle à tout le monde. Tout dépend à quel type de sportif on s'adresse. Moi, je fais parfois des interventions avec des clubs de foot ou avec des séances liées à des sportifs de sport collectif, le basket, le rugby. Eux, ils ont besoin d'efforts courts, donc on peut faire du 15-15, on peut faire du 20-20. Il faut pas hésiter à varier les ingrédients comme dans une bonne recette. Le 20-20, le 30-30, 40-40, voilà. On peut aussi jouer sur la durée de la récupération pour avoir un effet intéressant sur les fonctions aérobies. On peut faire du 45-30, où on va réduire la récupération pour maintenir un niveau de sollicitation cardiovasculaire très élevé. Donc, on peut vraiment balayer toute la zone. Faut pas non plus que ça soit trop court. On s'aperçoit d'ailleurs sur les séances de 30-30 que le cœur a parfois un peu de mal à monter, d'où l'importance d'avoir une récupération très active. Donc, faut pas que la fraction, pour nous, coureurs à pied, soit vraiment trop courte, de façon à ce que les effets espérés ne soient pas au rendez-vous. Une récupération marchée mettrait à mal le protocole d'adaptation et de changement, on va dire, biologique que l'on veut apporter avec cette séance. C'est pas le bon moyen pour développer des capacités si on entame une récupération en marchant. Exactement. La récupération doit forcément être active pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va maintenir un niveau de sollicitation cardiaque élevé. Et c'est ce qu'on recherche. Quand on fait une séance de VMA, on cherche à améliorer la consommation maximale d'oxygène. Ça passe par une sollicitation du système aérobie, donc du système cardiaque. La fréquence cardiaque, en fait, est le reflet de l'intensité de l'exercice. C'est juste un miroir. Donc, on s'en sert pour ça, on s'en sert pour se rendre compte. Donc, ce qu'on cherche, c'est une fréquence cardiaque maximale élevée, la plus proche de la fréquence cardiaque maximale. Donc, pour l'atteindre, on va faire un exercice intense, entre 100 et 105% de la VMA, mais on va aussi, et c'est aussi important que la fraction d'effort, avoir une fraction de récupération qui soit active, entre 40 et 60% de la VMA. Donc, on se rend compte quand même que c'est pas rien. Donc, il faut éviter les récupérations trop lentes. Et pour moi, ça n'engage que moi, bannir les récupérations marchées ou immobiles. Pour une autre raison, c'est que le cœur, en fait, est un des plus gros consommateurs, le corps est bien fait, d'acide lactique. Et donc, cet acide lactique qu'on va produire en plus grande quantité quand on fait une fraction rapide sera automatiquement réutilisé par le cœur. Si on s'arrête, si on se bloque, on va engendrer une concentration d'acide lactique trop importante et ça va à l'encontre des effets recherchés. Certains font ça, mais c'est pas du tout pour les mêmes objectifs. Alors Bruno, juste après cette VMA courte, on en a une intermédiaire, la VMA moyenne,
Derrière ce terme moyen, qu'est-ce que l'on peut trouver en termes de durée, en termes d'intensité? Alors, pour les durées d'effort, on est entre 1,15 et 2,30. Hein. C'est pour ça qu'elle est moyenne. Elle se situe vraiment dans la zone intermédiaire entre le plus long et le plus court possible pour les efforts de VMA. L'intensité est un peu moindre, forcément, puisqu'on court plus longtemps. Donc, on est sur une intensité entre 95 et 100% de la VMA. La durée des efforts, donc, un peu plus longue, une intensité un peu plus faible et un volume d'entraînement un tout petit peu plus important. Là, on doit aller sur du 22, 24, 26 minutes. Donc, on va dire, si on veut vraiment donner des chiffres ronds, 15-20 pour la VMA courte, 20-25 pour la VMA moyenne. Avec la récup, bien évidemment. Avec la récupération. On intègre la récupération. Oui. On est sur notre cœur de séance. Et là, on peut avoir quel type de séance sur cette VMA moyenne? C'est ça, intensité et effort comprise. Donc, on peut avoir des séances... alors, moi, je préfère parler en termes de durée. Les gens qui nous écoutent le savent plutôt qu'en termes de distance. Parce que si je vous dis 10 x 400, oui, 10 x 400, c'est une séance de VMA moyenne. Mais pour un athlète de haut niveau, 10 x 400, c'est une séance de VMA courte. Parce que les 400, lui, il va les faire en 1 minute. Pour un athlète qui fait des 400 en 1,15, 1,30, ben voilà, on est vraiment dans de la séance de VMA moyenne. Après, certains athlètes font des 400 en 2,15, 2,30, donc beaucoup plus lent. Donc, pour moi, la notion de durée est importante pour calibrer. Donc, on va faire 10 fois 1,15, on peut faire 12 fois 1,15, on peut faire 10 fois 1,30. On peut varier sur les intensités, on peut faire des 2 minutes, on peut faire des 2 minutes, des 1,45, des 1,30. On peut ensuite, une fois de plus, faire varier le contenu de la recette. Je ne dis pas à l'infini, mais tant qu'on respecte les efforts entre 1,15 et 1,30, l'intensité entre 95 et 100 et un volume aux alentours de 25 minutes, on peut mettre pratiquement toutes les fractions qu'on veut, comme on veut. Tout ça, ça reste dans la même zone d'intensité, donc ça restera cohérent si on respecte les trois points qu'on a vus et qu'on a mis en avant précédemment. On pourrait revenir sur une prochaine capsule sur la récupération entre des fractions à effort important. Est-ce que là, tu peux pincer certaines récupérations? Est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce que l'effort va être identique au temps de récupération? Comme dirait l'autre, c'est une putain de bonne question et c'est vrai que du coup, on est dans un rapport presque... on était sur 30-30, on est sur un rapport presque identique, même si j'ai dit 45-30. Là, sur des efforts de 2 minutes 30 à 1,15, la durée de la récupération est à peu près de la moitié. Donc, on a quand même considérablement baissé le rapport entre temps d'effort et temps de récupération. On peut faire des 2 minutes 30, 8 fois 2 minutes 30, récup 1,15 par exemple. C'est typiquement le genre de séance qu'on peut faire. Ou 12 fois 1 minute 15, récup 45, voilà, à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque athlète, le 1,15 va représenter une distance. Pour ceux qui veulent aller fractionner sur la piste, le fait d'élaborer en durée, de construire la séance en durée, n'empêche absolument pas de faire des séances sur piste. Sauf que le 1,15 ne représentera pas la même distance pour les uns et les autres, mais chacun fera la même séance. Est-ce que, Bruno, pour expliciter un petit peu plus le terme de récupération, on est sur du trot, on est sur un footing en zone 1 par exemple, tu le disais tout à l'heure, on n'est pas sur de la marche, on n'est pas sur une station immobile. Quel pourcentage finalement de VMA on peut appliquer si on veut préciser un petit peu ces allures de récupération? Alors une fois de plus, pour faire simple, parce que c'est vraiment facile à calculer, si vous courez à 100% de votre VMA à 14 km/h, vous faites votre récupération aux alentours de 50% de la VMA. Donc, ça va être, pour 14 km/h, ça va être 7 km/h. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pas respecter à la lettre les 7 km/h. C'est surtout d'avoir une idée plus ou moins juste de l'intensité à laquelle on doit courir. Après, on peut faire des séances avec des plots, avec des repères, où on s'amuse, si j'ose dire, à parcourir la distance à faire, et puis à aller faire le tour d'un plot pour parcourir précisément quelque chose qui va correspondre à 50%. Ce sont des séances qui sont ludiques, difficiles, mais la plupart du temps, faut pas se mentir, quand on est sur une piste ou quand on est en extérieur, on va pas mesurer très précisément la vitesse à laquelle on récupère. C'est difficile, faut être pratique. Sébastien, toi comme moi, on court, on n'a pas toujours l'œil sur la montre, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Mais très vite, quand on a l'habitude de pratiquer,
on ressent instinctivement la vitesse à laquelle on va récupérer. Après, moi, avec les athlètes de haut niveau, j'allais encore plus loin, c'est-à-dire que j'étais capable de leur demander sur une séance, allez, prenons une séance en distance pour changer un peu, sur une séance de 12 x 400 en 1,5, je pouvais demander à l'athlète de récupérer 30 secondes pendant les 2-3 premières fractions, 35 secondes les deux ou trois suivantes, puis 40 secondes. En fait, je faisais évoluer la durée de la récupération parce que je savais très bien que sur la première récupération, ça allait être facile et que si on met 1 minute tout le temps, l'athlète va trop récupérer et qu'à la fin, c'est plus difficile. Donc, la récupération, on a l'impression, quand on fait une séance de fractionné, je suis sûr que ça va parler à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, que c'est pas possible. C'était pas le même temps au début à la fin. Au début, ça passe pas vite et à la fin, ça passe très vite. Et pourtant, c'est la même durée. Donc, on peut même aller jusque là pour travailler vraiment au maximum. Ce qu'on recherche, c'est de faire moduler la durée de la récupération. Là, on s'adresse à des athlètes qu'on connaît bien. Il faut l'expliquer aussi, donc c'est pas simple à expliquer. Une fois qu'on l'a compris, c'est simple à mettre en œuvre. Mais là, on va chercher encore plus loin dans la qualité de la récupération. Et c'est effectivement un sujet qu'on pourrait aborder. Comment gérer les récupérations de manière générale dans les séances de fractionné. Dernière VMA, la VMA dite longue. Donc là encore, on va réduire un petit peu l'intensité pour allonger la distance. La durée. Ouais, la durée, c'est ça. Alors souvent, c'est ça ce que beaucoup de coureurs font, c'est de la courte très courte et de la longue très longue. Alors la VMA longue, pour moi, elle ne va pas au-delà de 4 minutes parce que justement, on est obligé physiologiquement dans des efforts au-delà de 4 minutes d'être à des intensités en dessous de 90% de la VMA. Et là, pour le coup, on travaille plus du tout la même chose. Je dis pas que ça n'a pas d'intérêt de travailler plus de 4 minutes, hein, au contraire, parce que là, on va basculer dans une autre séance, d'autres types de séances. On va basculer sur de l'endurance aérobie, sur de l'EMA. Hein. On travaille le deuxième pilier, le pilier endurance. Mais au-delà de 4 minutes, ce n'est plus de la VMA. Donc, entre 2,30, hein, la zone haute de la VMA moyenne, jusque 4 minutes. Là, on va travailler plus sur le transport. On travaille sur les routes. On va passer des chemins forestiers à des routes plus importantes pour que nos camions puissent passer. Donc, entre 90 et 95% de la VMA, des efforts entre 2 minutes 30 et 4 minutes et des durées de séance autour de 30 minutes. 20, 25, 30, hein, voilà, comme ça c'est. Alors évidemment, hein, on donne des chiffres pour que les gens retiennent. On n'est pas à 1 minute près, je le précise, mais entre 25 et 30 minutes pour des séances de VMA longue, 2 minutes 30 à 4 minutes d'effort, 90 à 95% de la VMA. Là encore, avec des récupérations de moitié, ça peut être 5 fois 4 minutes, 2 minutes de récupération par exemple. Par exemple, voilà, on va encore baisser la récupération puisque là, l'idée, on est sur des intensités qui ne produisent pas beaucoup de lactate, donc on est vraiment sur un type d'effort un peu différent. On peut vraiment réduire la récupération avec des athlètes qui ont l'habitude. On peut faire des récupérations, des efforts de 4 minutes, des récupérations de 2, voire même de 1,30 ou de 1. Ça passe très bien. Des séances avec 4 minutes d'effort et 1 minute d'intensité, parce qu'on s'aperçoit que quand l'athlète est hyper adapté, il ne va pas récupérer beaucoup plus en faisant 2 minutes qu'en faisant 1. Donc autant pincer les récup pour avoir un travail le plus qualitatif possible. Alors typiquement, je dirais pour parler vraiment au grand public et à ce qu'on retrouve partout dans les magazines, dans les discussions, c'est la séance classique de 6 fois 1000 qu'on retrouve partout, sauf que on peut pas demander aux gens de faire 6 fois 1000 de manière comme ça générale. Oui, c'est une séance qui intéresse beaucoup de gens, mais 6 fois 1000 pour un athlète de haut niveau, c'est souvent 6 fois 3 minutes ou moins. Et puis pour un débutant, 6 fois 1000, ça peut être 6 fois 6 minutes. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans un travail de VMA longue. C'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à insister, hein, mais moi, on me disait toujours que pour être sûr que le clou s'enfonce bien, c'est bien de taper 2 fois dessus. J'insiste vraiment sur cette notion de durée d'effort qui est centrale pour établir les bonnes séances d'entraînement. Quel échauffement, Bruno, on va pouvoir mettre en place pour ces séances de VMA ? Est-ce qu'elles vont être différentes si l'on fait de la VMA courte ou de la VMA longue ? Elles seront un peu différentes parce que la VMA longue nécessite moins d'échauffement que la VMA courte, où là, on est vraiment sur les intensités élevées. Donc, sur une séance de VMA courte, une fois encore, tout dépend du type de coureur. Je dirais que
Le minimum pour moi, c'est 15 minutes, même si certains sont capables de faire des séances très intenses avec un échauffement minimaliste, mais attention aux blessures et attention à toutes ces choses-là. Entre 15 et 20 minutes minimum, aucun intérêt d'aller au-delà de 30 minutes. Entre les deux, entre la séance, entre le corps de la séance, la partie fractionnée et l'échauffement, quelques accélérations. Moi, j'aime bien en faire 5. Et si possible, des accélérations qui vont au fur et à mesure s'approcher de l'intensité de l'effort, d'abord pour préparer le corps et aussi pour se caler, parce que parfois on a tendance à parfois partir un petit peu trop vite. Donc un échauffement qui est quand même relativement conséquent quand on fait des séances de VMA courtes. Sur les séances de VMA longues, on peut se permettre de réduire un peu l'intensité des accélérations déjà, et aussi un petit peu la durée de l'échauffement. C'est quelque chose sur lequel on peut effectivement gagner un peu de temps si on est pressé. Mais ce que je dis toujours aux gens, si vous faites votre séance entre midi et 2, ne réduisez pas les nombres de répétitions. La séance qu'on peut caler comme ça le midi à la pause sandwich, à la pause méridienne, réduisez l'échauffement, réduisez le retour au calme, juste 5 minutes de retour au calme, juste 10 minutes d'échauffement, soignez bien les accélérations, mais ne rognez pas sur les 20 minutes ou les 25 ou les 30 de la séance, que ça, c'est quand même le plus important. Quels seraient tes critères pour juger d'une séance réussie ? Est-ce qu'il faut absolument respecter ces allures ? On voit souvent des athlètes qui me disent je suis allé très très vite sur cette séance de fractionné et j'étais au-delà des attentes de mon entraîneur. Est-ce que c'est le bon choix et pourquoi cette séance ne peut pas être considérée comme étant réussie ? Alors Seb, c'est à l'enseignant que je parle. On est enseignants tous les deux et la première chose qu'on fait quand on s'adresse à nos élèves, on les évalue. Et on se donne des critères de réussite pour savoir s'ils ont réussi ou pas. Pour moi, l'entraînement, c'est la même chose. La bonne évaluation de l'athlète, c'est la base. Donc, je fais toujours en sorte, dans 99% des cas, de demander à l'athlète de faire un test de VMA dans les conditions dans lesquelles il s'entraîne. Et l'établissement des allures d'entraînement est très importante. Et quand on établit les allures d'entraînement en durée, et non pas en distance, je dis pas qu'on est certain de mettre dans le mille à chaque fois, mais quand même. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes un exercice à tes élèves, ils vont quasiment pas se planter parce que tu connais leur niveau et tu sais très bien ce que tu peux attendre d'eux. Le bon entraîneur, c'est celui qui a bien évalué son sportif et qui lui donne ensuite les exercices qu'il est en mesure de réaliser. Ça peut faire peur sur le papier, mais dans la réalisation, on ne doit pas aller au-delà des vitesses, on ne doit pas aller trop vite, on doit rester dans un cadre qui est justement celui du plan d'entraînement. Si le cadre est bien réalisé, l'athlète, il sortira pas du cadre et il atteindra en tout cas les objectifs physiologiques que l'on s'est fixés en établissant la séance d'entraînement. Sur l'articulation de ces séances, VMA courte, VMA moyenne, VMA longue, quelle va être la périodicité ? Est-ce que chaque semaine, on doit travailler absolument ces 3 VMA ou est-ce que ça s'articule dans un temps un petit peu plus long avec un cycle que l'on pourrait appeler cycle VMA ? Oui, c'est ça. La VMA, c'est vraiment ce qu'on va privilégier dans la phase de préparation générale. On a parlé du marathon de Paris dans une autre capsule. Le marathon de Paris, c'est déjà demain, même s'il reste 3 ou 4 mois. Là, on est justement, le travail de VMA, c'est tout ce qui va être dans la période qui précède la préparation spécifique. On va vraiment axer ce travail de VMA. On ne peut pas faire 3 séances de VMA dans la même semaine, c'est trop difficile parce qu'il y a d'autres séances à établir, notamment les séances d'EMA, d'endurance aérobie, ce qui va permettre le jour J, quand on veut courir vite, longtemps, d'utiliser la plus grosse partie de cette VMA. C'est bien de développer la VMA, mais après, la VMA, c'est un gros gâteau, il faut essayer d'en manger la plus grosse part possible, en fonction de la durée de l'effort qu'on va réaliser. Donc, moi, ce que je recommande de faire, en début de cycle, c'est toujours de commencer par de la VMA courte, sur la partie la plus basse de l'intensité, donc plutôt sur les efforts de 30 secondes, 40 secondes. De commencer en parallèle de la VMA longue, même chose, sur la zone basse de l'intensité. Donc en fait, pour répondre à ta question, 2 séances de VMA par semaine, une séance de VMA courte, on va commencer en bas de l'échelle, des efforts plutôt courts, 30 secondes, 40 secondes, une séance de VMA longue, on va commencer aussi en bas de l'échelle, aux alentours de 2 minutes, 2 minutes 30. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancement des cycles, cette VMA courte, va s'allonger de plus en plus pour devenir quasiment de la VMA moyenne.
et on a avancé aussi dans le même temps sur la VMA longue. Donc en fait, il y a une progression à la fois en durée d'effort, mais aussi en intensité. Donc l'idée, c'est de garder 2 séances et de balayer progressivement comme ça toutes les intensités au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure du temps. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que quand on part sur des bases solides, pourquoi, à la limite, on pourrait nous poser la question, pourquoi j'attaquerais pas directement ma VMA courte par des fractions d'une minute 15 ? Parce que l'intensité que je vais être capable de mettre en une 15, en début de cycle, elle ne sera jamais aussi élevée que l'intensité que je peux mettre sur les 30 secondes. Là, j'ai fait une lapalissade, j'ai enfoncé une porte ouverte. Sauf que cette intensité sur 30 secondes, si semaine après semaine, on l'entretient et on la développe, on va arriver en fin de cycle à être capable de faire des 1,15 très vite. Beaucoup plus vite que si on avait commencé par là. C'est pour ça que ce principe de progressivité, moi, on est vraiment sur du pratico-pratique. J'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas fait d'analyse. Je me suis rendu compte simplement sur le terrain en pratiquant que c'est comme ça que ça se passait. Donc partir sur le bas de l'échelle des intensités pour aller vers le plus haut, ça permet quand on arrive vers le plus haut d'avoir des intensités élevées malgré que le temps d'effort soit plus long. Voilà en fait l'idée sous-jacente de cette progressivité. On peut faire la même chose en VMA moyenne. Commencer, alors après ça dépend du type de coureur, bien évidemment, tout dépend ce qu'on prépare. Mais voilà, commencer à l'échelle basse de la VMA courte, commencer à l'échelle basse de la VMA moyenne. Donc là pour le coup on va commencer à une 15 et augmenter pareil. On va arriver sur des 2,30 avec un niveau de vitesse beaucoup plus élevé que si on avait commencé directement par les 2,30. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, l'idée, elle est pas compliquée. Il faut juste après être assez strict et cohérent et logique dans la mise en œuvre des séances d'entraînement. Et l'autre intérêt, je suis un peu bavard, désolé, c'est que ça apporte une variété dans l'entraînement. On fait quasiment jamais la même séance. On va pas se taper les 20 x 30-30 tous les mardis à 18h30 et devenir le champion du monde du 30-30 le mardi à 18h30. Parce que on varie les séances, on surprend l'athlète, on surprend son organisme, et puis l'athlète aussi fait des séances variées. Et moi, je trouve que c'est le double effet là, c'est le double effet de la méthode champenoise, si j'ose dire. En termes de gains, il est difficile de dire avec un cycle de VMA, vous allez obtenir 1 km/h supplémentaire. Mais quelle durée pour voir, ressentir des résultats ? Quelle durée va être nécessaire pour un cycle de VMA ? Oui, et en même temps que je réfléchis à la réponse, j'ai oublié de préciser, mais tu me l'avais demandé, que pour développer une capacité, une qualité, il faut 2 séances par semaine. Si vous ne faites qu'une séance de VMA, vous n'allez pas beaucoup développer, sauf si vous n'en faites jamais. Un athlète aguerri à la VMA, s'il fait une séance de VMA par semaine, il va juste l'entretenir, il ne va pas la développer. Donc, pour développer une capacité, il faut prévoir 2 séances tous les 8-10 jours. Donc, une séance tous les 3-4 jours. Là, on va développer. C'est ce qui se passe d'ailleurs en période de développement général. On va mettre 2 séances de VMA, alors qu'en spécifique, on va entretenir ce qu'on a développé. On l'a déjà abordé ça dans la planification. Et ensuite, pour obtenir un effet, on va dire, intéressant et visible, il faut au moins des cycles de 8 à 12 semaines pour vraiment que ça ait un impact. Et j'en arrive donc à la question que tu m'as posée. Évidemment, les progrès seront variables en fonction du type de coureur. Un athlète de haut niveau ne fera que maintenir sa VMA. Donc, il y a des critiques sur le fait que oui, mais machin ne fait pas de VMA. Je ne citerai pas de nom d'athlète de haut niveau parce qu'en fait, il progresse plus en VMA. Mais personne ne progresse en VMA quand cette VMA a été optimisée. En fait, on ne fait que l'entretenir, ou plutôt on évite qu'elle baisse. Parce que cette VMA, si on ne la travaille pas, elle va baisser, quoi qu'il arrive. Donc, les gains sont vraiment variables d'un individu à l'autre. Un débutant va gagner beaucoup. Il va gagner 1, 2, 3, j'ai déjà vu 4, 5 km/h de VMA qui pouvaient être obtenus sur plusieurs années. Mais là, c'est pas une réponse de Normand que je fais, mais c'est vraiment variable d'un individu à l'autre. Pour conclure, Bruno, est-ce que l'on peut rappeler très pratiquement ces différentes VMA, de la courte à la longue, avec les pourcentages et les durées ? Alors, la VMA courte, entre 100 et 105% de la VMA pour des fractions d'effort entre 30 secondes et 1 minute 15, et pour une durée globale de séance autour de 20 minutes. La VMA moyenne, on passe de 20 à 25 minutes de durée globale de la séance, pour des intensités d'effort entre 95 et 100%, avec des durées de fractions entre 1,15 et 2,30.
Et enfin, la VMA longue, entre 2 minutes 30 et 4 minutes de durée d'effort, une durée de séance de 30 minutes pour les intensités entre 90 et 95% de la VMA. Merci Bruno pour ces enseignements autour de la VMA, qu'elle soit courte, moyenne ou longue. J'espère que les auditeurs prendront plaisir à travailler leur cylindrée et à augmenter leur capacité sur ces prochaines semaines. Exactement, voilà. N'hésitez pas à balayer large, n'hésitez pas à varier les séances, n'hésitez pas à faire des choses qui soient différentes pour vous surprendre votre organisme et améliorer cette fameuse consommation maximale d'oxygène. Maintenant, quand vous irez à l'entraînement, vous ne direz plus je fais de la VMA ou je fais de la VO2 max, mais vous direz à vos potes d'entraînement tu fais quoi comme séance aujourd'hui ? Je fais une séance de consommation maximale d'oxygène. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite avec Bruno pour une capsule L'œil du coach. Je vous souhaite une très belle semaine. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!